Merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Dimanche en politique. Voici tout de suite le sommaire du dernier numéro de la saison. Après les européennes, tout le monde se réclame de l'écologie. Cette semaine, Terrain Politique justement va nous expliquer comment les communes peuvent lutter aujourd'hui contre le réchauffement climatique. Nous irons à Trébédan dans les Côtes-d'Armor. Bientôt les municipales. La question de la semaine, entre un maire et un président d'une interco ou d'une métropole, qui a le plus de pouvoir? Eh bien, le politologue Thomas Frino nous apportera quelques réponses à la fin de l'émission. Ça tombe bien, notre invité de la semaine est Pierre Breteau, conseiller régional MODEM, actuel maire de Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine et vice-président de Rennes Métropole. Il vient de l'annoncer. Il est candidat à la mairie de Rennes. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce pari risqué? Eh bien justement, Pierre Breteau va nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Pierre Breteau. Bonjour Robin. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite commenter ensemble le dessin que nous a préparé Loïc Schwartz. Il revient bien sûr sur votre décision. Vous faites acte d'une double candidature. La candidature à la mairie de Rennes et une candidature à la présidence de Rennes Métropole. On voit l'évolution, Saint-Grégoire, Rennes 2020 et Rennes Métropole. Dans la vie, il faut voir grand. C'est vrai que vous changez de braquet un peu. Est-ce que vous aviez fait un peu le tour de la question à la tête de la mairie de Saint-Grégoire? Un peu de lassitude? Non, je dirais ni l'un ni l'autre. On n'a jamais fait le tour de la question d'une fonction de maire. Parce que la fonction de maire, c'est le plus beau mandat qu'un élu puisse exercer. On n'en a jamais fait le tour. De lassitude non plus, sinon je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Si j'étais las d'exercer une fonction publique, je ne serais pas là. Là, vous changez de braquet. Là, c'est pas anodin. Là. Une candidature à une ville comme Rennes, c'est un acte politique fort. Ce que j'ai dit très précisément, Robin Durand, c'est que je voulais créer les conditions d'un grand rassemblement pour créer les conditions d'une alternance à Rennes et à la métropole, en laissant plusieurs scénarios sur la table pour permettre ce rassemblement. Parce que quand on veut rassembler, on ne peut pas dire alors il faut suivre toutes mes idées, je dois être le chef et vous êtes prié de vous aligner derrière moi. C'est vu du rassemblement, ça s'appelle du caporalisme et ce n'est pas la démarche qui est la mienne. La démarche qui est la mienne, c'est de dire Rennes peut faire mieux, Rennes peut faire plus pour la ville de Rennes, pour la métropole, pour la Bretagne. Maire de Rennes, c'est un job à plein temps. Est-ce qu'on peut être à la fois président de Rennes Métropole et maire de Rennes? Je pense qu'il n'y a pas de vérité dans le domaine. D'ailleurs, je me suis amusé à regarder. En France, il y a à peu près moitié-moitié. Il y a des métropoles qui sont dirigées par le maire ou la maire de la ville-centre, pour à peu près une petite moitié, et d'autres où il y a une double tête, finalement. Voilà. Donc les deux fonctionnent ou dysfonctionnent. Ce qui compte, à mon avis, vraiment ce qui compte, c'est qu'il y ait un projet commun. Un projet commun entre la ville-centre et la métropole, mais partagé avec toutes les autres communes de la métropole, ici les 42 autres communes. S'il y a un projet commun, il peut y avoir un double exécutif, parce que si on est d'accord sur les valeurs, si on est d'accord sur le projet, sur la place de la ville-centre et des autres communes, alors à ce moment-là, on est d'accord pour diriger ensemble, et ça permet effectivement de démultiplier les forces. Alors vous avez vu la sortie justement cette semaine du maire LREM de Bru, Auguste Loipre, qui voyait votre double candidature avec un peu une grimace. Le maire de Bru... il voit encore arriver l'hégémonie de Rennes, le grand Rennes qui veut diriger les 43 communes de Rennes Métropole. Je pense qu'il y a eu un fait politique majeur ces dernières années qui s'est concrétisé complètement ces derniers jours, le départ d'Emmanuel Coué, pour qui j'ai beaucoup de respect et avec lequel on a toujours eu un dialogue respectueux. Il s'est passé quelque chose de neuf dans la métropole de Rennes, qui est, pour la première fois depuis très longtemps, que le maire de la ville de Rennes n'était pas le président de Rennes. Et ça a plutôt bien fonctionné. Alors pourquoi changer? Pourquoi changer Pourquoi changer Il peut y avoir deux scénarios, et les deux scénarios sont clairement sur la table. Je ne prétends pas dire qu'il y a un scénario meilleur que l'autre, parce que sinon je serais un peu un bonimenteur en disant que je veux rassembler. Si j'imposais un scénario, et en même temps je vous dis je veux rassembler, il y aurait une forme de tromperie dans mes propos. Donc c'est pas le cas. Alors votre candidature apparaît presque naturelle. Vous avez placé des petits cailloux ici et là depuis quelques jours. Il y avait l'appel à voter pour la liste LREM aux européennes, votre adhésion toute récente au MODEM, Bertrand Plouvier, l'actuel chef de file de l'opposition municipale LR, qui renonce à se présenter. Voilà, c'était logique. C'est une décision qui est mûrie depuis longtemps ou après les européennes, vous avez dit il y a un coup à jouer? Non, alors je me suis sûrement pas dit il y a un coup à jouer. J'ai assez rarement fait ça dans mes engagements publics. Non, il y a d'abord un choix de conviction. Je pense objectivement que la métropole de Rennes et la ville de Rennes peuvent mieux faire. Ça, c'est une conviction que j'ai acquis progressivement à Rennes et à la métropole, en siégeant à la métropole. Et effectivement, il y a peut-être un moment particulier qui permet de créer ce large rassemblement de la droite au centre-gauche, en quelque sorte. Oui, jusqu'au-dessus de la gauche, jusqu'aux écologistes, vous voyez jusqu'au-dessus de la gauche, très large. Oui, parce que je pense que, en fait, les Français, et donc les Rennais, les métropolitains comme les autres, en fait, ils en ont un peu assez des étiquettes. Alors bien sûr, j'en ai une. Vous venez d'en prendre une. Oui, bien sûr, parce qu'on a besoin, vous avez besoin aussi, les journalistes, de marqueurs. On peut faire ça, vous avez un. Mais c'est vrai, voilà.
Je revendique, j'ai toujours été centriste. Je disais que mon premier engagement, c'était de faire la campagne de Raymond Barre. Je n'étais même pas majeur encore. Voilà, donc j'ai rejoint ma famille politique. Donc ça donne un marqueur. Mais pour autant, les gens, ce qu'ils veulent maintenant, je crois, et ils ont raison en fait, ils ont raison, c'est quel projet, pourquoi faire, et ensuite qu'ils l'incarnent, et pas l'inverse. Alors, vous savez qu'il y a un petit hic quand même. Le MoDem, un partenaire dans la majorité présidentielle, c'est La République En Marche. La République En Marche qui doit désigner à la fin du mois de juin, notamment, son candidat ou sa candidate pour Rennes. La référente départementale, Carole Gandon, est la mieux placée. C'est quoi pour vous le scénario idéal? C'est un ticket gagnant entre vous et elle. Vous, numéro 1, elle, numéro 2? Alors, numéro 1 ou numéro 2, je ne le dirai pas. En tout cas, qui est un accord et un ticket gagnant, c'est clairement la meilleure formule. Je le dis en Vous lui forcez un peu la main, là. Vous avez un peu court-circuité son calendrier. Écoutez, je pense qu'elle a fait des annonces qui étaient antérieures aux miennes. Donc, j'ai pas, voilà, chacun a le droit de s'exprimer quand il le veut et sous la forme qu'il le souhaite. Non, il y a une chose qui est sûre, c'est que si j'avais vraiment voulu forcer la main, j'aurais dit c'est moi en 1, elle en 2. Tout est ouvert. Voilà. Les choses sont ouvertes, elles sont sur la table parce que je pense qu'il y a un intérêt à ce qu'au-delà des étiquettes, au-delà des partis, il y a un large accord sur un projet. Vous avez une intime conviction sur celui qui sera le mieux placé pour remporter la mairie de Rennes. Vous avez l'expérience d'une gestion d'une collectivité. Vous êtes président de l'association des maires d'Ille-et-Vilaine. Vous avez un réseau, vous avez des appuis. Je pense qu'il faut allier en fait différentes qualités. Il faut allier le numéro 1 et le numéro 2, ce sera un bon ticket. Il faut allier, ça peut être un bon ticket. Il faut allier l'expérience et il faut aussi en même temps. Qu'elle n'a pas. Elle a moins, mais voilà, mais il faut aussi intégrer le renouvellement que j'ai moins, il faut aussi l'admettre. Et donc je pense qu'en fait, en associant ces forces, oui, effectivement, on peut peut-être obtenir de mettre en place un nouveau projet. Donc ça va discuter dur ces prochains jours. Là, les états-majors MoDem et LREM vont bien sûr parler de Rennes. Ça va être au centre des discussions. Oui, bien sûr, ça va être au centre des discussions. Quand dans une même courant de pensée, il y a deux options, les options vont être discutées. Au bout le bout, c'est ici que ça se décidera. Une primaire peut être possible au sein de la majorité présidentielle pour le premier tour des municipales. Alors moi, j'ai dit très clairement que je serais, si je devais être candidat, je serais un candidat de rassemblement. Je n'irais pas m'étriper dans une primaire. Ce qui fait sens pour moi, c'est... Donc c'est Carole Gandon qui a la main. Oui, en partie. Voilà. Donc vous voyez, je suis tout à fait transparent. Allez, on va parler des projets à présent. On va parler du bilan de la maire sortante, Nathalie Appéré, qui n'a pas encore perdu. On sait que pour les élections municipales, il y a souvent une prime au sortant. Et vous avez un problème de notoriété quand même. On vous connaît à Saint-Grégoire, à Rennes. Les Rennais ne vous connaissent pas forcément. Oui, voilà, c'est le propre de chaque élection. Le challenger, il a un déficit de notoriété, quel qu'il soit. Donc ça, c'est une évidence. Pour autant, je pense aussi qu'une élection, elle ne se gagne pas sur un bilan. Elle se gagne sur un projet, sur des personnalités qui l'incarnent, sur des équipes, sur une dynamique. Voilà. Et la question du bilan est importante. Mais on ne gagne pas une élection sur un bilan. On gagne une élection sur un projet et sur une vision. Mais est-ce que les Rennais ont vraiment envie d'alternance? Parce que voilà, Nathalie Appéré, élue en février dernier, 2e meilleure maire du monde. Dans le dernier classement du magazine Le Point, Rennes classée 6e métropole la plus dynamique de France. Voilà, il y a un argument. Ça va plutôt bien à Rennes. Des grands équipements voient le jour. Il y aura Euro-Rennes bientôt, la ligne B du métro. Niveau économique, ça marche plutôt bien. Boom démographique, voilà. Pourquoi les Rennais changeraient? Parce que peut-être que les Rennais... alors d'abord, nous, on a amené quelques enquêtes. On a fait un sondage, par exemple. Voilà, quand on interroge les Rennais, les métropolitains, ils attendent aussi plus de qualité de vie, même s'ils reconnaissent que la qualité de vie est déjà agréable. Ils attendent plus de qualité de vie, plus de... qualité de vie dans le centre-ville en particulier, plus de liberté de faire dans le milieu associatif, sportif, culturel, plus d'attention aussi dans les quartiers, plus d'équilibre dans la relation avec les autres communes. Donc la question n'est pas de savoir si Rennes, ça va mal. Rennes va bien d'abord parce que Rennes a une situation géographique exceptionnelle. Et là, Madame Appéré, comme ses prédécesseurs, n'y sont pour rien. La ville de Rennes a une situation géographique exceptionnelle, mais la question est-ce qu'on peut faire mieux? Et on pense que oui. Alors, dans les marqueurs, dans le signe d'une alternance, ce serait quoi? Sur quel dossier, par exemple? La sécurité, par exemple. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes pour une police municipale armée? Pour plus de vidéosurveillance? Oui, alors en tout cas, clairement, je pense qu'il y a un sujet sécurité à la ville de Rennes. Le nier, objectivement, ce ne serait pas dire la vérité. D'ailleurs, quand on échange avec les uns ou les autres... Mais une police municipale armée, par exemple, ce serait pour vous... voilà, c'est pas tant le fait qu'elle soit armée qui va changer quelque chose. La vidéoprotection change quelque chose. Donc plus de caméras de surveillance avec Pierre Breteau, maire de Rennes? Par exemple, oui, il est clair que je pense qu'il y a des secteurs... D'ailleurs, cette question, elle n'est pas dogmatique. Dans le métro rennais,
Il y a des caméras partout. Vous remarquez que le métro rennais est hyper sûr pour le coup, qu'il reste extrêmement propre. Donc pourquoi ça fonctionnerait dans le métro et que ça ne fonctionnerait pas dans l'espace public? Vous voyez, sur ces questions-là, c'est une illustration. C'est pas tellement il faut sortir du dogme. Il faut sortir du dogme. Autre totem brandi par la majorité sortante, que ce soit à Rennes Métropole ou à la mairie de Rennes, la question du logement et notamment l'expérimentation sur le loyer unique pour les 33 000 logements sociaux. Est-ce que c'est une mesure sur laquelle vous reviendrez? Non, je pense qu'on ne reviendra pas directement dessus. Au fond, que le loyer puisse être unifié pour éviter les écarts entre les logements, c'est une bonne chose. Par contre, il faut aller au bout de la logique. C'est que ça a des conséquences sur les équilibres financiers des opérateurs et des bailleurs sociaux. Et si on veut que les bailleurs sociaux continuent à bien entretenir les logements sociaux, à mieux les entretenir même, à continuer à produire du logement social, alors il faut aller au bout de cette logique et augmenter les financements. Et donc là, c'est une question de moyens. Donc oui, il faudra malgré tout revisiter la politique globale du logement. Et comment faire face au boom démographique? Comment pouvoir loger tout le monde à Rennes? On évoque aujourd'hui une densification, notamment au niveau des nouveaux projets immobiliers, des tours, on va dire des immeubles plus hauts bientôt à Rennes. Je crois que vous êtes plutôt contre. Alors, les fameux immeubles de très grande hauteur, ouais, je suis totalement contre. Alors comment on fait pour loger tout le monde à Rennes? Moi, je suis totalement contre. Alors, c'est pas parce qu'on va faire un ou deux très très grands immeubles de très grande hauteur qu'on va augmenter la capacité de logement de manière faramineuse. Par ailleurs, c'est une aberration environnementale, ces immeubles de très grande hauteur. C'est une aberration environnementale et économique. Objectivement, on n'est pas à Paris, on n'est pas à La Défense, il faut savoir raison garder. Non, il faut faire une densification qui soit acceptable et raisonnée. Et on voit bien, par exemple, dans la construction de l'habitat aujourd'hui, qu'on laisse faire des petites opérations immobilières les unes après les autres sans aucune cohérence, qui du coup nuisent à la qualité du patrimoine global. Donc il faut densifier la ville, mais avec modération. Et surtout, il faut permettre aux Rennaises, aux Rennais, aux métropolitains de trouver toutes les formes de logement qu'ils souhaitent. Plus de diversification, de l'habitat individuel groupé. Voilà, on peut développer beaucoup de choses, y compris dans Rennes. Alors, transition tout trouvée pour parler environnement. Une thématique qui revient au cœur du jeu politique depuis les élections européennes. L'environnement aura sans doute toute sa place dans les prochains programmes aux élections municipales. En attendant, il y a le quotidien. Et au quotidien, ce sont des territoires qui s'engagent pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est le cas de Trébédan, charmante petite commune des Côtes-d'Armor, où s'est rendue cette semaine l'équipe de Terrain Politique. Nous prenons aujourd'hui la direction de Trébédan, à quelques kilomètres de Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Il n'y a que 430 habitants qui vivent ici, mais grâce à son école, la commune est plutôt dynamique. Dernier événement en date, la semaine du climat. Depuis 2 mois, je me suis arrêté dans 16 écoles et j'ai réalisé à peu près 1600 km à vélo depuis que je suis parti. Ce jour-là, c'est Nolan qui est face aux enfants. Il a entrepris un tour de France à vélo pour parler climat et environnement. Oui, merci. Et puis je compte sur vous pour continuer à devenir des éco-citoyens et après pourquoi pas faire des éco-aventures aussi. Moi j'ai vu un monsieur qui jetait un déchet, je lui ai dit qu'il ne faut pas jeter les déchets parce que ça tue les girafes. Après, il l'a ramassé, il l'a mis dans une poubelle. D'où est venue cette idée? Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce périple-là? J'ai pris conscience vraiment de l'urgence qu'il y avait au niveau du climat et j'ai rejoint une association qui m'a permis de développer ce projet. Et je voulais allier à la fois l'aventure et la protection de l'environnement. Et donc j'ai trouvé ce moyen à vélo de faire un petit peu le messager entre les écoles. Une aventure qui interpelle les enfants et les amène à réfléchir sur la fragilité de l'environnement dans lequel ils évoluent. À la fois, c'est eux qui vont être les plus touchés sur tous ces impacts-là. Et en même temps, je trouve que l'école est sans doute pas le meilleur, mais en tout cas un très bon lieu pour faire cette croisée-là, parce que c'est un endroit où on travaille avec les collectivités, on travaille avec les associations, on a les familles qui viennent. Donc cette croisée-là, elle se fait de toute façon à l'école. Donc que l'école impulse ça, je trouve ça très légitime. Et les enfants deviennent ainsi des vecteurs qui peuvent faire changer les comportements. Explique-moi un peu ce que c'est que cette girafe, cette drôle de girafe. En fait, c'est une girafe entrée et c'est la Cléno-Séclien qui l'ont inventée. Parce qu'il y avait trop de déchets dans la cour, ils trouvaient qu'il y avait plein de déchets dans la cour. Du coup, ils l'ont fabriqué pour mettre des déchets dedans. De petits déchets qui envahissent tous les espaces, dans les villes, dans les campagnes. Ce jour-là, sur la place de Trébédan, les enfants s'affairent à les ramasser, ce qui enthousiasme monsieur le maire. C'est plutôt réjouissant. Je pense que c'est l'avenir, effectivement, et c'est à eux à nous montrer la voie et puis à
à contribuer à ce qu'on fasse le plus possible pour sauver cette planète qui en a vraiment besoin. Cette semaine du climat organisée par l'école de Trébédan a largement dépassé les frontières de la commune. Plusieurs écoles, des collèges, des lycées, ainsi que de nombreuses collectivités ont souhaité participer au projet, accompagnés par les bénévoles de l'association Avenir Climatique. Projections de films, ateliers, débats se sont succédés pendant 5 jours. C'est en échangeant justement, peut-être avec des personnes qui connaissent encore un petit peu mieux le truc, qu'on arrive justement à trouver des solutions. Et là, on a pu peut-être en citer quand même quelques-unes des solutions et surtout évaluer pour l'instant vraiment les richesses et les ressources que possède la planète et comment on les utilise, quoi. Moi, je pense quand même que le politique a la possibilité d'amener les gens justement effectivement à changer leur comportement par de la sensibilisation. En particulier, donc l'éducation nationale a quand même vraiment toutes les clés en main pour justement amener ces changements massifs chez les particuliers et en particulier chez les plus jeunes générations. Finalement, il n'y a que les citoyens qui feront bouger les choses. Et les politiques ne font que représenter ce que veulent les citoyens. Et vouloir croire que le politique a le pouvoir et les moyens de changer les choses, non. Si le constat d'une urgence à protéger la planète est souvent partagé, la méthode pour y parvenir est parfois source de discussion. Un débat riche que la directrice de l'école de Trébédan espère bien réitérer l'année prochaine. Voilà, on voit dans ce sujet que les élus sont interpellés. Je voudrais vous faire réagir sur ce verbatim, déclaration de Nathalie Appéré, la maire de Rennes, il y a quelques semaines. Je me définis comme une maire écologiste. Vous aussi, vous êtes converti à l'écologie ? C'était juste avant ou juste après le résultat des élections européennes ? C'était avant. Converti à l'écologie, je ne sais pas. En tout cas, les enjeux environnementaux, on en prend tous conscience progressivement. Moi, je dois dire, et je l'avoue avec humilité, ce sont mes filles aînées qui m'ont sensibilisé à ces questions. Elles m'ont dit, papa, on est très fiers de ce que tu fais. Il y a un point sur lequel t'es pas bon, d'abord en communication, parce qu'en fait, on avait pris beaucoup de mesures à Saint-Grégoire dès le démarrage du mandat. Et puis, tu dois plus réfléchir. Voilà, donc, j'ai recreusé cette question, je me la suis réappropriée. Et oui, en tout cas, je pense que prendre en compte les enjeux environnementaux dans l'action publique, c'est essentiel. Et c'est trop important pour que ce soit laissé ou confié au sol vert, parce que l'air qu'on respire, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. Alors justement, cas concret, on est ressorti là une proposition sur la gratuité des transports au sein de Rennes Métropole. Vous êtes pour ? Totalement démagogique. Pourquoi ? Totalement démagogique, infinançable. Et c'est à Dunkerque, par exemple. Oui, mais à l'échelle d'une métropole comme Rennes, c'est absolument démagogique et totalement infinançable. Démagogique parce que cette mesure, elle coûterait 47 millions d'euros. C'est-à-dire, ça équivaudrait à augmenter les impôts d'environ 15%. Et moi, je préfère qu'on laisse le transport payant, avec tout l'ensemble des dispositifs d'accès social au transport, bien sûr, mais qu'on étende le réseau de transport hors de la rocade. Parce que le sujet, c'est comment je vais chercher les flux de voyageurs qui entrent dans la métropole le matin à l'extérieur de la rocade pour leur éviter de venir avec leur voiture. Et avoir la congestion au niveau de la rocade. Avoir la congestion et la pollution. Extension de la ligne B, par exemple ? Extension de la ligne B, ouais. À Saint-Jacques, optimisation. à Cesson, oui, je pense qu'il faut travailler sur l'extension de la ligne B. Ça va coûter cher aussi. Oui, ça va coûter cher, mais après, il y a des solutions. Par exemple, on peut faire de grosses économies de gestion à la métropole pour financer ça. Optimisation de l'étoile ferroviaire en lien avec la région. On a un vrai sujet. L'étoile ferroviaire permettrait de desservir Bru, Kerlan, le nord de l'agglomération. Voilà, on peut optimiser l'étoile ferroviaire. Et puis, peut-être de trouver de nouveaux moyens de mobilité en site propre sur un axe nord-sud, par exemple. Sur la gestion des terres agricoles, on sait que Rennes se caractérise par une ceinture verte tout autour de la ville-centre. Il y a eu plusieurs projets là, qui ont créé la polémique, notamment à passer ce fameux projet de maxi-centre commercial Open Sky, qui a été retoqué par Rennes Métropole, alors qu'une signature avait été faite, un permis de construire avait été donné. C'est une erreur de la part du président de Rennes Métropole de renoncer à ce projet ? Plus exactement, non, ce n'est pas une erreur. Plus exactement, il avait été accepté par Rennes Métropole, puis retoqué. La difficulté, c'est la lenteur de la métropole. Et cette décision, ces orientations, elles datent de plus de 10 ans. On est tellement lent que ce qui est vrai à un instant T donné peut devenir faux ensuite. Donc en 10 ans, c'est un projet complètement démodé ? Oui, c'est un projet parce qu'en 10 ans, tout a évolué. L'accès au commerce a évolué. Le commerce digital n'existait pas. Voilà, tout a changé en réalité. Et donc, oui, effectivement, ce projet
qui pouvait encore être jugé pertinent il y a 10 ou 15 ans devient aujourd'hui désuet. Parce que la première écologie, la première action environnementale, c'est d'optimiser ce qui existe et de ne pas essayer d'éviter de construire des choses neuves. Voilà, donc c'est l'optimisation. Ça va coûter cher, hein. Le permis de construire appartient toujours à la compagnie Falsbourg qui a déjà versé 4 millions d'euros. Ah oui, qui va payer ? C'est le contribuable. Ouais. C'est la difficulté, hélas, c'est la difficulté de prendre des décisions à contre-temps. On aurait dû être beaucoup plus véloce sur ce projet. Et l'arrêter tant qu'il était encore temps. Après, il peut y avoir des discussions ou des négociations avec le promoteur. Alors justement, dans les projets à long terme, il y a un projet qui va grandir à Rennes, c'est ce fameux nouveau palais du commerce, en plein centre-ville, au cœur du quartier de la République, tout près de la Poste. Ça va prolonger les anciens bâtiments de la Poste, enfin l'actuel bâtiment de la Poste. C'est un projet qui vous plaît, là ? On va voir les images. Alors, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il fallait un projet pour le centre-ville et en particulier pour le palais du commerce. Après... l'esthétique, ça vous plaît, là, ce bâtiment noir, je suis assez interrogatif sur la très grosse masse en zinc noir qui se trouve à gauche du projet. Les images d'architectes, c'est une chose. On a quelques images d'architectes qui, d'ailleurs, sont tronquées parce que la place ne pourra techniquement pas être faite comme ça, par exemple. Et sur la vocation presque uniquement commerciale de ce palais du... La question, c'est assez étonnant. À la ville de Rennes, on mène des budgets participatifs sur des petits projets. Et là, il y a un projet hyper structurant, hyper important, et on ne demande pas, en amont par exemple, l'avis aux Rennais sur comment ils se projetteraient. Nous, on l'a fait. Il y aura un référendum par exemple sur le palais du commerce. Pas forcément un référendum, mais en tout cas une consultation. Nous, on a fait ce sondage. Et qu'est-ce que nous ont dit les Rennais et les métropolitains ? Parce que le palais du commerce, ce n'est pas que les Rennais. Ça concerne le centre-ville de Rennes, il appartient à toute la métropole et même un peu au-delà. On nous dit on aimerait qu'il y ait une dimension culturelle dedans. Et cette dimension, elle n'est pas prise en compte. À suivre. On arrive à la dernière partie de ce dimanche en politique avec le décryptage de la semaine. Cette question qui va se poser lors de ces prochaines élections locales, être un maire ou un président de métropole. Entre un maire et un président de métropole, qui a le plus de pouvoir ? Thomas Frino, notre politologue, va nous apporter quelques réponses. Avant cela, écoutons justement les dernières propositions du Premier ministre, Édouard Philippe, qui s'exprimait devant le Congrès des villes de France le 14 juin dernier à Albi. Il parle d'un possible rééquilibrage. On l'écoute. J'ai annoncé le dépôt d'un projet de loi, proximité et engagement, voilà le nom de la loi, avant la fin du mois de juillet. Son objectif, ce sera de dégager la vue des maires avant les prochaines élections municipales sur au moins 2 sujets, sans oublier bien sûr la question fiscale. Le premier objectif de ce projet de loi consiste à replacer le maire au cœur de l'action publique locale, à lui redonner des marges de manœuvre et une capacité de décider. On pourrait par exemple introduire le principe d'une discussion systématique en début de mandat sur le pacte de gouvernance de l'intercommunalité. La loi proposera également une boîte à outils pour faciliter le travail au sein de l'EPCI, tirée pour l'essentiel de bonnes pratiques, ce qui marche quelque part, peut-être parfois utilement reproduit ailleurs. À charge ensuite, pour chaque territoire, de trouver son organisation. Cela peut être de constituer des conseils des maires, qui pourraient se réunir à la demande d'une minorité de maires ou à celle du président de l'EPCI, ou encore de mettre en place des conférences territoriales qui fonctionneraient comme des mini-conseils de maires à l'intérieur de l'EPCI, qui pourraient participer à l'élaboration ou à la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Tout ça existe parfois. Tout ça existe informellement, sans qu'on se demande quelle est la portée juridique de la décision qui est prise. Nous pouvons, me semble-t-il, élargir les possibilités et les mettre en œuvre. Alors, bonjour Thomas. On vient d'entendre un Premier ministre qui cajole plutôt les maires. N'empêche qu'aujourd'hui, ce sont les intercommunalités et les métropoles qui ont aspiré la plupart des pouvoirs, non ? Alors tous les pouvoirs, du point de vue de l'action publique, pas au plan politique, oui, il y a une aspiration, on a des élargissements à travers la réforme territoriale des compétences, des transferts. On a ce qui pouvait être exercé à titre facultatif et optionnel qui devient obligatoire. Je pense à l'eau, l'assainissement de l'eau, la distribution, les aires d'accueil des gens du voyage. Il y a aussi une compétence cardinale qui est la maîtrise des sols avec le PLU, qui passe au niveau intercommunal, même s'il y a des possibilités de le préserver au niveau municipal. Il y a par exemple des compétences qui se partageaient au nom de l'intérêt communautaire avant, l'action économique, entre la commune et l'interco, qui passent complètement à l'intercommunalité. Puis évidemment, on a le cas spécifique, cette fois-ci, des métropoles, qui récupèrent au minimum 3 compétences départementales, mais il est vrai que dans les accords qui ont été passés, c'est souvent les compétences les plus résiduelles. Il y a eu une forme de pacte de non-agression. Mais qu'est-ce qui reste aux communes alors ? Qu'est-ce qui reste ? Il reste de plus en plus, enfin, tout dépend des communes en réalité. C'est-à-dire que si vous êtes sur des communes aussi importantes que Rennes ou que Brest, les maires ont encore
les ressources humaines, économiques, expertes, pour conduire tout un tas de projets de politique. La question, c'est plutôt pour les maires ruraux. Et là, je dirais que nous avons assisté en France à une forme de paroissialisation rampante, en quelque sorte, des communes. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres pays en Europe, nous n'avons presque pas touché au tissu communal, nous n'avons pas fusionné, mais nous avons construit des intercos qui ne cessent finalement de se consolider, d'évider les communes, et les communes de plus en plus sont dans une forme de paroissialisation, c'est-à-dire des fonctions de contact, de proximité, notamment sur les politiques investies par les milieux associatifs. Je vais faire réagir le président de l'association des maires d'Ille-et-Vilaine, le maire de Saint-Grégoire, une petite commune. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir encore la main sur les principaux dossiers de votre commune, sur les principaux investissements? Je crois qu'il y a effectivement deux sujets. Dans les métropoles, force est de constater que les compétences les plus structurantes, je peux aménager ma commune, je peux implanter du commerce, je peux développer une zone d'activité, je peux décider des programmes de voirie, qui sont des choses très concrètes dans la vie quotidienne des administrés, ça relève de la métropole. Voilà. Dans les autres intercommunalités, il y a effectivement un phénomène... Il faut redonner un peu plus de poids dans ces grands machins, dans ces grandes usines à gaz, qui peut paraître une usine à gaz. Comme dit Gérard Larcher, redonner du pouvoir à ceux qui sont à portée d'engueulade. Oui, j'aime beaucoup cette expression parce que malgré tout, le seul homme ou la seule femme politique que notre concitoyen connaît tous les jours, c'est le maire, parce qu'il le croise à la boulangerie, acheter son journal, etc. Et je pense que c'est essentiel pour la vitalité de la démocratie que le maire qui est à portée d'engueulade puisse garder une capacité à agir ou à infléchir à tout le moins. Et plus les ensembles intercommunaux et métropolitains sont grands, plus la question de la gouvernance est essentielle. Et c'est pour ça qu'à Rennes, d'ailleurs, j'appelle à un nouvel équilibre entre les communes et la métropole. Non pas pour dire la ville de Rennes n'est pas importante, elle est essentielle, c'est la locomotive du territoire, mais on doit retrouver de l'équilibre avec les autres communes. En 30 secondes, Thomas, suffrage universel pour les conseillers métropolitains pour leur donner plus de légitimité démocratique? Le suffrage universel existe déjà. En fait, suffrage universel, authentique, séparé, distinct. Pourquoi pas, c'est tout à fait légitime, mais ça change totalement la politisation de l'intercommunauté. C'est-à-dire qu'on passera d'une structure au compromis de type intergouvernemental, un peu avec des analogies avec l'Union européenne, à l'introduction de logiques adversariales, majorité, opposition. On aura en fait une véritable politisation de l'interco qui changera ce qu'elle a été historiquement. Il nous reste 30 secondes, Pierre Breteau. Je n'ai pas encore interpellé le conseiller régional que vous êtes. Jean-Jacques Urvoas, l'ancien garde des Sceaux, propose cette semaine de mettre sur la table le dossier de l'Assemblée unique de Bretagne, fusionner la région avec les départements. Vous êtes pour? Oui, je suis assez favorable. Je pense que c'est une très bonne solution pour la Bretagne. Donc à suivre. À suivre. Merci beaucoup, Pierre Breteau. Bon début de campagne qui s'annonce longue parce qu'il y a la campagne des primaires, entre guillemets, va commencer là d'ici l'été. Vous espérez avoir Il y a quelques jours de décision à prendre. Ouais. Et puis ensuite, oui, on se mettra tous d'accord. Tout devra être calé pour la rentrée? Oui, c'est souhaitable. Je pense que même avant l'été, ce serait bien. Merci beaucoup d'avoir participé à ce dernier numéro de la saison. Dimanche en politique revient en septembre avec une actualité bien sûr très riche, avec en vue les prochaines élections municipales. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site bretagne.france3.fr. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, l'édition de la mi-journée. Passez tous un bel été.